L'un des plus grands essentiels des pensées. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur cette 5e édition du studio TV Acuité au Silmo. Je vous rappelle que l'émission est en direct, que vous pouvez poser vos questions sur le chat sous la fenêtre sur laquelle vous regardez notre émission, et puis également sur Facebook, et puis sur le Twitter, bien sûr, #acuite.tv, Acuite TV, pardon. Donc nous allons aborder, après le débat précédent qui était y a-t-il trop de magasins en France aujourd'hui, un autre débat important de fond, c'est comment évaluer son fonds de commerce et comment bien acheter également son fonds de commerce. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1456 propriétaires de magasins qui ont plus de 60 ans, donc ils vont partir à la retraite dans les 5 ans à venir. En France métropolitaine, il y avait 11 862 magasins au 31 décembre 2012 pour 7 776 propriétaires. Donc si on fait un simple calcul, une simple règle de 3, on arrive à une moyenne de 1,5 point de vente par propriétaire. Donc, ces 1456 propriétaires de plus de 60 ans qui ont 1,5 magasins, on arrive arithmétiquement, je dis bien arithmétiquement, à un total de 2200 points de vente qui vont être à vendre dans les 5 prochaines années. Donc, sur ces 2200 points de vente, qui est un minima, puisque bon, on pourrait aussi intégrer ceux qui ont plus de 55 ans, dans ce minima, eh bien, des propriétaires vont avoir un point important à déterminer, c'est l'évaluation de leur patrimoine, et puis en face, qui va pouvoir acheter, celui qui va pouvoir acheter, est-ce que l'évaluation est bien fondée. Donc pour parler de ces éléments, on va dire comptables et patrimoniaux, nous avons réuni autour de la table Pierre Godet, directeur du bureau expert comptable Sadek Akelis. Bonjour Pierre. Franz Châtelain, direction réseau généraliste Banque Populaire Rive de Paris. Bonjour Franz. Bonjour Patrick. Et Dominique Favre, directeur communication opérationnelle d'Interfinimo. Bienvenue. Bonsoir Patrick. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Pierre Godet. Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire si l'estimation classique de l'évaluation d'un point de vente qui était, je parle déjà au passé, mais on avait tendance à dire qu'un chiffre d'affaires, un magasin d'optique se cédait à 100% de son chiffre d'affaires. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Vous avez, Patrick, vous avez déjà donné une partie de la réponse dans la question quand vous avez commencé à parler au passé. Je crois qu'en quelques mots, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on dit aujourd'hui des magasins d'optique n'est pas spécifique au monde de l'optique. On est dans un monde qui est, en particulier le commerce de détail, qui est en profonde mutation. Et on ne peut pas imaginer que dans ces périodes de grande mutation, particulièrement importantes pour le métier de l'optique, ces grandes mutations n'aient pas un impact, évidemment, sur les valorisations de fonds de commerce. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on peut toujours parler de valeur de fonds de commerce, mais pour qu'une valeur se transforme en prix, il faut qu'il y ait un vendeur, mais il faut aussi qu'il y ait un acheteur. Donc on aura beau développer toutes les grandes théories, le prix sera fonction de l'offre et de la demande, et vous en avez rappelé, Patrick, en introduction, quelques éléments. Quand on voit le nombre important de vendeurs potentiels, le nombre également de magasins qui fait actuellement grandement débat sur tous les grands médias nationaux. Alors maintenant, pour être un peu plus technique, 100% du chiffre d'affaires, ce chiffre a été une référence pendant longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il reposait sur une sorte de structure, de rentabilité standard d'un magasin d'optique. 100%, ça voulait dire qu'un magasin d'optique lambda avait en moyenne un chiffre d'affaires de X et que ce chiffre d'affaires de X permettait de dégager une rentabilité de Y, laquelle rentabilité de Y permettait de faire face aux échéances nécessaires pour rembourser, pour faire face au financement de cet investissement. Les choses ont changé. Bien que la référence existe encore, c'est pour ça qu'il faut parler au passé mais aussi au présent, cette notion est relative et doit être relativisée à plusieurs égards, au moins sur
deux aspects. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe dans la pratique des transactions aujourd'hui des magasins d'optique. La première, c'est que le pourcentage de chiffre d'affaires doit être pondéré par un certain nombre de critères qualitatifs que je ne vais pas développer tous, mais qui sont par exemple la qualité de l'emplacement, la surface de vente, le caractère neuf ou plus ou moins ancien du magasin, etc., etc. Et puis il y en a un deuxième qui est probablement aujourd'hui le plus important et que va sûrement nous confirmer mes voisins, c'est qu'un chiffre d'affaires qui n'est pas rentable, c'est pas la même chose qu'un chiffre d'affaires qui l'est. Donc le critère de rentabilité, qu'on peut apprécier à plusieurs niveaux, est aujourd'hui probablement devenu ou en train de devenir le critère qui va dominer ou qui passe devant le seul critère du chiffre d'affaires. Voilà Patrick, ce qu'on peut dire peut-être en première approche. Je donne peut-être pas toutes les clés de la réponse, mais en tout cas voilà quelques idées générales. Pour en savoir plus, Pierre, merci. Dominique, donc vous êtes Interfimo, en deux mots peut-être, parce que bon, un expert comptable, on comprend qui il est, ce qu'il va nous dire. Un banquier, Banque Populaire, on comprend aussi. Interfimo, on ne sait peut-être pas exactement. Interfimo, c'est une banque, on va dire. Nous sommes filiales de LCL. Nous existons depuis 45 ans maintenant. Nous n'avons qu'un seul métier, c'est prêter de l'argent. On ne fait rien d'autre. Et cet argent, on le prête uniquement aux professions libérales auxquelles nous apparentons les opticiens, au même titre que les pharmaciens, qui sont un petit peu leurs frères aînés dans l'histoire d'Interfimo. Voilà, on prête 1,3 milliard par an, dont une partie à votre profession. Alors, au niveau de la question de la valorisation, moi j'aurais trois choses à dire. Tout d'abord, qu'on le veuille ou non, oui, mon point de vue est qu'on continue à évaluer les fonds de commerce d'optique, aussi bien en nom propre qu'en société, avec ce fameux coefficient, on peut appeler ça aussi un pourcentage, affecté au chiffre d'affaires TTC. C'est un usage, qu'on le regrette ou pas, en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui touche toutes les affaires artisanales, libérales et commerciales. Il y avait des monographies qui existaient pour les transactions dans le Lefebvre. Absolument. Depuis quelques années, elles n'existent plus. Hein. Absolument. Si vous voulez, cet usage, donc, pour répondre à votre question, oui, est toujours en vigueur dans le monde de l'optique, avec naturellement un plafond et un plancher. Si je me réfère, moi, au dossier qu'Interfimo a traité depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier, nous avons traité à peu près 300 dossiers pour une valeur de 40 millions d'euros. Et quand je regarde, si vous voulez, les écarts varient entre 30 et 110% du chiffre d'affaires TTC. Vous voyez, donc c'est presque un rapport de 1 à 3. Bon. Et naturellement, je mets ma place de l'acheteur. Qui, au fond, se demande quel prix proposer à son vendeur pour acheter son fonds. Hein, parce qu'avec un tel écart, c'est difficile. Deuxième chose que je veux dire, c'est que je rejoins Pierre Godet sur le fait qu'on parle beaucoup trop en valeur économique et pas assez en extra-financier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des critères financiers évidemment prédominants et importants, mais il y a tout ce qu'il y a autour de la finance, hein, ce qu'on appelle, nous, le qualitatif. C'est lié à l'emplacement, à la zone de chalandise, à l'ancienneté du fonds, à son mode d'exercice. Est-ce que l'opticien qui vend est entrepreneur individuel ou en société? Et si en société, quel type de société? Oui. C'est la deuxième chose qui me paraissait important d'évoquer. Et troisièmement, oui, je le confirme, chez Interfimo, on attache beaucoup d'importance à la rentabilité du fonds d'optique, puisqu'au fond, un acheteur, il achète moins un chiffre d'affaires qu'une rentabilité. Et donc j'aimerais bien que de plus en plus, les financeurs que nous sommes et les acteurs qui sont ici fassent le lien non plus trop entre un chiffre d'affaires et un prix, mais entre une rentabilité et un prix. Parce que si je trouve logique d'acheter cher quelque chose qui est très rentable, je trouve aberrant d'acheter le même prix au prétexte du chiffre d'affaires équivalent, quelque chose qui est beaucoup moins rentable que le premier. Est-ce que ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, cette notion de rentabilité n'était pas prise en compte? Est-ce qu'il y avait un côté affectif de la part du vendeur?
Ça fait très peu de temps, au moins chez les opticiens, que ce critère rentabilité est pris en compte. Ça fait moins de 20 ans. Alors, est-ce que justement, en termes de rentabilité, Franz, est-ce que c'est pour ça qu'on entend, je veux dire, dans le secteur, dans les forums d'acuité, que l'optique devient une profession à risque et que le banquier ne veut plus prêter aux opticiens? Est-ce qu'il y a des mots d'ordre de la part de la banque? Est-ce que vous pouvez nous en donner les secrets? Alors, je vais tout de suite rassurer tout le monde. Il n'y a aucun blacklisting sur le marché de l'optique et de l'opticien. Un bon dossier, un bon professionnel trouvera en face de lui un bon banquier pour l'accompagner. Mais c'est quoi un bon dossier? C'est quoi un bon opticien? Et un bon banquier, on va essayer de répondre aussi à cette question. Un bon dossier, ça va être un dossier bien préparé qui va donner envie. Je rappelle, crédit, ça veut dire confiance. Il faut aussi savoir vendre son dossier à son banquier. Pour bien le vendre, il faut avoir montré et démontré qu'on s'est posé toutes les questions qu'on est en train d'évoquer et qu'on a soit apporté des réponses, soit des éléments de réponse. Ces éléments de réponse, ça va être... Alors, oui, allez-y, quels vont-ils être justement? Alors, tout d'abord, l'homme. Le premier critère, c'est l'homme, la personne. Quelle est mon expérience? Quelle est ma motivation? Pourquoi je franchis le pas et j'achète ce fonds-là et pas un autre? On a vu des raisons évoquées par M. Favre, d'autres évoquées par Pierre Godet, sur l'emplacement, sur la rentabilité. Donc ça va être le deuxième point, c'est l'étude de marché. L'étude de marché, la zone de chalandise, l'étude de marché locale, l'étude par rapport au fonds que j'acquiers. Quand j'acquiers un fonds, j'achète une histoire et j'achète si possible aussi un avenir. Donc, est-ce que je suis en train de faire l'acquisition d'un fonds qui a vu son chiffre progresser de façon exponentielle pendant des années? Et auquel cas, est-ce que je ne suis pas au sommet de la parabole? Est-ce qu'on ne va pas avoir un chiffre qui aura tendance à stagner? Est-ce que j'achète du potentiel devant moi? Et le troisième point sur les critères que va regarder le banquier, ça va être notamment sur toute la partie développement. Quel est mon projet de développement? Que vais-je faire demain avec ce fonds? Est-ce que j'achète un magasin clé en main qui tourne? Est-ce que j'achète un potentiel avec un rafraîchissement, voire un ravalement en profondeur? Tout ça, il faut savoir l'expliquer. C'est une globalité, quoi. C'est une globalité, mais si j'ai bien compris quand même les éléments de Pierre, les vôtres, ceux de Dominique aussi, il y a quand même cette notion de rentabilité. Donc, qui est primordiale au-delà de l'intitut personné. Complètement. Et cette rentabilité, en tant qu'expert comptable, en tant que banquier, comment est-elle évaluée? Pierre, comment vous êtes ici parmi nous parce que vous avez des clients dans le secteur de l'optique. Donc comment vous conseillez vos clients qui vendent ou qui vont vendre pour travailler leur bilan, pour proposer le meilleur bilan? D'abord, je les conseille le mieux possible, ça va de soi. Je crois qu'il y a quelques questions clés dans l'accompagnement d'un opticien qui veut ou vendre ou acheter d'ailleurs, qui ont déjà été développées par Franz et Dominique, mais qu'il est bon de rappeler. On a traditionnellement tendance à dire qu'une acquisition, ça commence par une mission qu'on appelle dans notre jargon une mission d'audit. Ben, l'audit, c'est bien, c'est regarder le passé. Mais le passé n'est pas garant de l'avenir. Et je crois que le meilleur des conseils que l'on peut apporter à un acquéreur ou même à un vendeur, c'est de se projeter dans l'avenir. Il y a trop d'expériences où les chiffres du passé, malheureusement, ne sont pas le garant du chiffre d'affaires et donc de la rentabilité à venir, laquelle va permettre, encore une fois, de financer son acquisition. Quelques exemples simples. Je suis dans une galerie commerciale dont je sais très bien qu'elle va être refaite de fond en comble ou dont la locomotive va fermer dans quelques années. Un exemple. Je suis dans une rue commerçante de centre-ville, laquelle va voir passer un tramway. Toutes les données sont bouleversées
par ces données exogènes, souvent d'ailleurs. Je crois que c'est très important de penser non seulement magasin, mais tout ce qui affecte le fonctionnement du magasin, et ça peut passer des transports en commun, à la rénovation d'un centre commercial, à la dynamique du quartier, que sais-je. Donc ça, je pense que ça vient en notion de pondération. Ça vient en notion de pondération, mais on est plus que dans la pondération, Patrick. Et là, je rejoins Dominique, c'est qu'aujourd'hui, cette référence qui était ancestrale, n'exagérons rien, mais qui remontait à plusieurs décennies du 100% du chiffre d'affaires, je crois qu'il faut d'ailleurs conseiller aux opticiens de la mettre entre parenthèses. Il ne faut peut-être pas l'oublier, mais il faut la mettre entre parenthèses. Le plus important, et je ne crois pas que Franz, d'ailleurs avec qui on a eu l'occasion d'étudier quelques dossiers ensemble, me contredira, l'important, c'est un business plan réaliste, plus que réaliste, prudentiel, qui laisse les marges de manœuvre, les aléas. Un magasin, quand on le reprend, il ne va pas redémarrer du jour au lendemain. Surtout si on y a fait des travaux. La clientèle, elle a pu foutre le camp. Il va falloir la rattraper. Quand on crée un magasin, il va falloir financer aussi les pertes des premières années. Quand on crée un magasin, il va falloir aussi financer du stock d'ouverture. Il y a toute une série de précautions à prendre dans l'acquisition d'un fonds de commerce qui font qu'à mon avis, la valeur de 100% du fonds de commerce, certes, est une référence, mais... Alors, plus que relative. Par contre, on a une question d'un internaute, Xavier, qui nous dit, vous dites qu'il faut se projeter dans l'avenir, comment faire avec un marché aussi changeant et concurrentiel? Donc, vous avez parlé de phénomènes exogènes qui sont donc en dehors de notre secteur, et c'est vrai qu'il y a aussi des phénomènes dans le secteur. Donc, difficile de se projeter aujourd'hui dans le cadre d'une valorisation. Bien sûr que c'est difficile. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, on sait très bien que le commerce de détail et celui des opticiens est soumis à des remises en question, que le e-commerce se développe à la vitesse grand V, que les mutuelles font peser ou vont faire peser sur les marges vont amener à la gestion des marges avec de plus en plus de difficultés. On ne peut pas tout anticiper, mais je crois que la prudence, c'est de prendre les marges de sécurité nécessaires pour justement faire face à ces aléas. Et c'est là, évidemment, le fait de la négociation et de la recherche de ce que je disais tout à l'heure, du prix, qui n'est pas la valeur. Donc, Dominique, vous avez une méthode assez, je vais dire, technique pour l'évaluation économique d'un fonds. Nous, en tant qu'Interfimo, on n'a pas de méthode. Nous, on n'évalue pas en tant qu'Interfimo. On fait évaluer par nos amis experts comptables. En revanche, lorsqu'on a un acheteur en face de nous de fonds de commerce ou de parts de sociétés d'optique, c'est vrai qu'on l'encourage vivement, au fond, à vérifier que le prix proposé par le vendeur, qui est un prix, on l'a compris, le plus souvent annexé sur le chiffre d'affaires, on demande que l'expert comptable valide un prix qui serait évalué non plus par rapport au chiffre d'affaires, mais par rapport à la rentabilité de ce qu'on achète. C'est dire Pierre. Et voilà. Et sur le plan financier, il y a un vocable que vous devez tous avoir en tête, ou que vous aurez tous en tête un jour, puisque je vois que vous êtes plutôt d'une future génération d'opticiens, qui s'appelle... Plutôt acheteurs, justement. Plutôt acheteurs, qui s'appelle l'excédent brut d'exploitation, le BE. Le BE, pour vous en parler simplement, on dit aussi résultat opérationnel, c'est quoi? C'est au fond le bénéfice dégagé par une entreprise avant la prise en compte d'écritures fiscales, que sont les amortissements comptables, les frais financiers déduits, éventuellement le résultat exceptionnel. Et le BE est fondamental. Et pourquoi il est fondamental? C'est que quel que soit votre mode d'exercice demain, aussi bien individuel qu'en société, c'est avec le BE qu'au fond, tous les jours, vous allez pouvoir non seulement rembourser vos prêts à vos banques, que vous allez pouvoir payer vos impôts, IR pour ceux qui sont en individuel, IS pour ceux qui sont en société, mais aussi et surtout assurer votre train de vie. D'accord? Donc le BE est absolument fondamental, puisque le train de vie de l'emprunteur et donc de l'opticien, je dirais, est mêlé, en fait partie. Et donc ce qu'on souhaite, c'est que lorsqu'on finance, nous, un fonds de commerce ou des parts de sociétés d'optique, on s'assure que le BE de la structure qui va être acquise sera suffisant pour rembourser le prêt permettant d'acheter, pour payer les impôts liés aux revenus et pour assurer le train de vie du repreneur. Alors, tout à l'heure, je voyais une question là posée par Olivier, je crois,
qui demandait est-ce qu'il faut beaucoup d'argent personnel pour acheter un fonds de commerce ou d'épargne. Parce qu'on a l'habitude de dire que les banques prêtent qu'aux riches. Voilà. Ben, en fait, les banques en général prêtent à ceux qui ont des bonnes chances de rembourser la banque. Et je rejoins mon voisin, concurrent mais néanmoins confrère, sur le fait que j'en ai marre d'entendre dire que les banquiers ne prêtent pas. C'est faux. Les banquiers prêtent de l'argent, simplement il y a une demande qui est plutôt moindre aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 2 ou 3 ans. Mais j'en reviens à cette question qui me paraît importante parce que c'est vrai qu'on pourrait donner l'impression que les banquiers sont frileux et qu'au fond, une première installation, une croissance externe ne se fait que sur fonds propres. Eh bien c'est faux. Et au fond, pour être à la fois concis et pragmatique, voici un petit peu comment j'imagine un plan de financement type pour une installation ou pour un rachat ou pour une association en tant qu'associé. Imaginez qu'au fond, je négocie avec mon vendeur sur une base de 100 euros. Le plan de financement va au fond mettre en avant un besoin de 130 parce que j'ai 100 que je vais donner à mon vendeur et en général j'ai 30% si vous voulez en plus qui sont quoi? Qui sont des droits d'enregistrement, qui sont généralement des agencements faits dans la structure qu'on crée ou qu'on acquiert, qui sont éventuellement un besoin en fonds de roulement, qui sont l'achat du stock, et au fond toute cette masse fait 30%. Bon. Et en règle générale, au moins chez Interfimo, on tend à financer ce que l'acheteur achète. Et donc dans mon exemple, si vous voulez, si l'acheteur achète 100 et a besoin de 130, d'une manière générale, on va essayer de prêter 100 et on va demander à l'emprunteur d'apporter 30. Voilà un petit peu comment les choses se situent. Alors, c'est tiré à gros traits, évidemment. On étudie à chaque fois le dossier pour ce qu'il est. Mais s'il faut répondre à cette question d'Olivier, voilà comment j'ai envie de lui répondre, c'est-à-dire un apport personnel de l'ordre de 20 à 30%. Voilà. Alors, toujours dans cette notion de financement, et une nouvelle question de Philippe pour la banque à Franz Châtelain. Donc, quelle garantie et quel apport financier exigez-vous? Pourquoi est-il difficile de devenir entrepreneur en France? Vaste question. En tout cas pour la deuxième partie. La première partie, quelle garantie, quel apport financier? Les garanties, j'ai ici un confrère d'Interfimo qui est une société de cautionnement mutuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grands groupes bancaires disposent toutes d'un organisme ou d'une société de cautionnement mutuel. Donc l'idée qui avait cours de dire si je m'installe à mon compte, je vais être caution personnelle et ma famille et les bijoux de ma grand-mère et ma maison vont être hypothéqués et verrouillés et c'est le banquier qui va être propriétaire de tout mon patrimoine, c'est révolu. Je ne veux plus entendre ce discours pessimiste. Donc aujourd'hui, un dossier peut se financer avec l'appui de garanties externes, que ce soit des sociétés de cautionnement, que ce soit des organismes parapublics. Je pense ici à Ex-Oseo, aujourd'hui BPI, mais il y a d'autres façons d'apporter des garanties. Je rappelle qu'on parle bien du financement d'un fonds de commerce, auquel cas ce fonds de commerce, on est en train de discuter de la valeur. S'il a de la valeur, ça peut aussi en soi constituer une garantie réelle. Ne l'oublions pas. Donc, sur la deuxième partie de la question, pourquoi est-il si difficile d'être entrepreneur? Je crois qu'il y a, et pas seulement, mais il y a aussi aujourd'hui une morosité ambiante en France et un frein à l'entrepreneuriat. Je rappelle, là, pour parler de ce que je connais au sein Banque Populaire, qu'un créateur d'entreprise sur 2 est client chez nous, que nous avons eu le plaisir de fêter le 1 000e client professionnel. Donc il y a encore des entrepreneurs en France tous les jours. Donc arrêtons d'avoir ce discours
pessimiste sur l'entrepreneuriat en France. Donc nous voilà rassurés. Si on revient donc sur notre thème de notre débat, la valorisation du fonds, à partir de cette EBE, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un coefficient multiplicateur? C'est-à-dire que bon, tout à l'heure on parlait d'un exemple de 100, le BE moyen c'est combien? 5, 8, 10? Il y a d'extrêmes variations au niveau des EBE, on en parlait tout à l'heure avant le débat. Je pense qu'aujourd'hui, en 2013, les EBE moyens, je dis les EBE puisqu'il y a plein de types de fonds de commerce différents au fond, au sein du marché optique, ces EBE moyens varient entre 15 et 20%. 15 et 20%, donc je parle bien du résultat, avant amortissement, avant frais FI. Voilà. Et donc il y a à partir de ce moment-là un ratio. Alors, on a une question de Franck justement. Alors, quel est le bon ratio EBE par rapport au chiffre d'affaires? Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt. Enfin, idéalement, il faudrait que dans 10 ou 15 ans, nous soyons capables de dire qu'un fonds de commerce d'optique vaut X fois son EBE. Oui, ce serait génial. Parce qu'au fond, on relierait, je dirais, une méthode de comparatif visuel avec un moyen simple, qui est, on mesure le BE, on sait combien on va payer à son vendeur. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt parce que, encore une fois, cette notion de rentabilité est encore toute neuve. Chez Interfimon, on commence à les vivre bien avec les pharmaciens, qui, plus que les opticiens, commencent à jouer le jeu là-dessus. Les opticiens, c'est encore un peu tôt. C'est vrai qu'au niveau de la pharmacie, c'est un marché qui a été difficile, puisqu'il y a quelques années, les fonds se vendaient 110, 120, 130% de la valeur du chiffre d'affaires. Il y a eu un retournement de situation avec le déremboursement, moins de consommation, perte de la parapharmacie. Les chiffres ont fortement baissé, les rentabilités aussi. Et aujourd'hui, ils se ferment deux pharmacies par semaine. Deux pharmacies par semaine déposent le bilan. D'où l'importance encore plus grande de marquer le critère rentabilité par rapport au critère chiffre d'affaires. Et pour en revenir à l'optique, bien évidemment, en fait, aujourd'hui, le bon EBE, c'est celui qui va permettre à un client qui va acheter de payer le prix réclamé par le vendeur, avec un prêt qui va donc représenter 100% de ce qu'il achète, on l'a vu tout à l'heure. Et il faut qu'avec cette EBE, non seulement il puisse rembourser son prêt, mais également payer ses impôts et assurer son train de vie. Voilà. Il est clair que nous ne souhaitons pas surfinancer, c'est-à-dire prêter plus que ce que l'emprunteur a besoin, parce que si on surfinance, ça veut dire que l'emprunteur aura du mal à rembourser la banque ou que son train de vie sera impacté. Pour ne pas l'oublier, je voulais, comme je vois le temps passer, je voulais dire une dernière chose sur ce marché acheteur-vendeur. Je voulais dire que je remarque depuis maintenant 2 ans que les vendeurs commencent à vendre de manière progressive. Vous savez que jusqu'à présent, on pensait qu'un vendeur vendait... On va y revenir à cette effectivement possibilité. Okay. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse donner à nos aquinotes quand même quelques pistes, parce qu'aujourd'hui, depuis tout à l'heure, on dit non, c'est plus 100%, oui, c'est le BE, mais bon, moi, j'ai un magasin qui... Prenons un exemple moyen, de chiffre d'affaires moyen, il fait 500 000 euros. Il est situé en centre-ville, dans un emplacement numéro 1. Je le tiens depuis 25 ans. Aujourd'hui, je cherche à vendre. J'ai 61 ans. Mon magasin n'a pas d'enseigne. Il a une bonne rentabilité, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément investi fortement, ni en communication, ni en agencement. Bon, 500 000 euros de chiffre d'affaires, combien je peux estimer le vendre? Si je peux donner quelques éléments d'abord pour appuyer ce qui vient d'être dit, il faut savoir que le BE, ce n'est pas une invention ni d'Interfimo, ni des opticiens. Le critère basé sur le BE est un critère qui, au cours des dernières années, alors il y a des variantes de l'EBE, vous entendrez parler de termes un peu barbares anglo-saxons comme les bidas ou des choses comme ça, mais globalement, on peut dire que ça se rattache à la même notion. Et ces valorisations par des multiples, ce qu'on appelle par les multiples de rentabilité, sont aujourd'hui les techniques d'évaluation des entreprises les plus généralement répandues. Il y en a d'autres,
pour des sociétés plus importantes telles que les comparables boursiers ou des méthodes balais sur l'actualisation des cash flows. Mais globalement, sur les entreprises de taille moyenne jusqu'à, on va dire, de la TPE raisonnable, les critères basés sur la rentabilité, EBITDA et EBE, sont les critères les plus généralement admis. Première observation. Deuxième observation, la fourchette de multiples de l'EBE varie considérablement. C'est une question de Fabrice également. Et donc, vous voyez, soyons concrets. Je n'avais pas prêté attention à la question de Fabrice, mais j'espère que je vais pouvoir y répondre. Les multiples d'EBE utilisés dans la valorisation des entreprises varient considérablement d'un secteur d'activité à un autre. Ils ne sont pas les mêmes selon si on est sur des activités industrielles, sur des activités de services, sur des activités de distribution. Néanmoins, et puis elle dépend aussi de l'état du secteur. Je n'ai pas besoin de vous dire que, par exemple, les multiples de BE utilisés chez les concessionnaires automobiles ont fortement chuté au cours de ces dernières années. De manière générale, d'ailleurs, toutes professions confondues, on constate que les multiples de BE utilisés aujourd'hui par rapport à la période, on va dire, avant crise, 2008, ont sensiblement chuté. Alors, une information qui est dans mon secteur, aujourd'hui, les entreprises de presse, c'est des vendeurs qui donnent de l'argent à l'acheteur pour céder leur entreprise. Alors, moi néanmoins, si on devait prendre quelques risques, mais je parle sous le contrôle de mes voisins, je dirais qu'une entreprise d'optique moyenne telle que vous l'avez décrite, Patrick, qui aurait un EBE de l'ordre de 10-15%, peut raisonnablement s'évaluer autour de 4 à 5 ans d'EBE, mais pas davantage. Voilà, je prends un peu de risque peut-être, mais il faut bien prendre des risques. Je partage et tout à que fait. c'est autour de ces années. Alors je voudrais aussi préciser... Tout à l'heure, en fait, ce qui m'amène à une précision, quand on parlait de 100% tout à l'heure, on parlait de 100% du chiffre d'affaires TTC. Ce qui voudrait dire que là, avec l'exemple qu'on vient de donner, on arrive à 100% du chiffre d'affaires hors taxe. Pas tout à fait. Si vous êtes à 4 fois 15, c'est 60%. 5, bon. Donc on est un peu en dessous en général. Je voudrais également apporter juste un petit complément par rapport à ce fameux EBE. L'EBE n'est pas quand même le seul élément de rentabilité à prendre en considération, parce que dans l'approche d'Interfimo, qui sont on est là pour débattre un peu, hein, mais qui sont les 130%, moi je m'y retrouve pas trop bien, parce que je crois qu'on mélange deux choses. Il y a d'abord l'investissement, qui est la valeur du fonds. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments de financement qu'il faut prévoir. Dans les 30%, il y a ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. Il faut financer ses stocks. Il faut financer les encours clients. Souvent, les opticiens oublient que quand ils vont vendre, il va falloir qu'ils accordent des crédits à leurs clients. Il va falloir qu'ils mettent des chèques dans les tiroirs avant de les remettre. Il va falloir aussi qu'ils courent après les mutuelles pour être réglés. Et ce n'est pas le crédit que leur accordent les fournisseurs qui va leur permettre de financer ça. Donc il y a deux aspects. Il y a l'acquisition et les coûts qui sont directement associés, les droits d'enregistrement, etc. Et puis ensuite, il y a toute une autre série de besoins de financement qui sont plutôt ceux liés à ce qu'on appelle au financement de l'exploitation et qu'il faut également intégrer. Et pour couvrir l'ensemble de ces financements-là, ce n'est pas le BE qui les couvre, c'est simplement la capacité d'autofinancement net. Ou c'est l'apport. Et cette capacité d'autofinancement est fonction évidemment de l'apport initial. Ouais. Donc, monsieur le banquier de la Banque Populaire, l'apport, c'est combien par rapport, si on reste dans cet exemple, si on se transpose là, Pierre nous a dit sur un ratio de 15, 4 à 5 fois, l'acheteur, lui, pour avoir un bon dossier, vous aviez commencé tout à l'heure sur ce registre, eh bien, qu'est-ce qu'il va devoir apporter en cash ? On a coutume de dire qu'un apport entre 25 et 30% du montant du financement est raisonnable. Au-delà du montant chiffré, l'apport sert donc bien évidemment à régler les frais annexes, mais également à montrer l'investissement que met le porteur de projet dans l'opération. Il montre qu'il ne demande pas à la banque d'assumer seul le risque qui est pris. Donc c'est aussi un point à ne pas négliger. Et trop financé par l'emprunt est un mauvais calcul à échéance. Donc si on part sur un apport de 25 à 30%, on a normalement un dossier cohérent.
D'accord. Donc, une autre solution que vous commenciez à évoquer, Dominique, tout à l'heure, quand on n'a pas ces 20 à 30%, hein, c'est-à-dire que là, sur 500 000, sur un dossier à 500, il faut apporter 150, on ne les a pas forcément. Il y a une solution qui est progressive, que vous commenciez à évoquer, Dominique. Oui, mais et qui peut être intéressante, justement, j'ai 60 ans, je veux partir dans 5 ans. C'est moins pour aider l'acheteur que pour aider le vendeur. Ce que je veux dire, c'est que depuis maintenant 3 ou 4 ans, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de vendeurs qui, plutôt que de vendre en bloc 100% le jour J, hein, vont convenir avec un jeune associé de faire un plan de transmission sur la durée, si j'ose dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis un opticien senior, j'ai 100% des parts de ma société où j'ai la totalité de mon fonds. Je vais appeler à mes côtés un junior qui va acquérir 20%, il va m'en rester 80%. Et puis, dans 2 ou 3 ans, je vais lui recéder 30%, on sera à ce moment-là à 50-50. Et puis encore 3 ans après, je lui en recède 20%, je n'aurai plus que 30%. Et encore 3 ans après, je lui cède le solde que j'ai. C'est-à-dire que, plutôt que de tout vendre en bloc, je cède sur la durée. J'y vois 2 avantages. D'abord, côté vendeur, le fait de céder peu à peu permet de lisser peu à peu sa sortie, parce que au-delà des caractères purement patrimoniaux ou financiers, le vendeur qui vend, il y a une sorte de traumatisme quand même. C'est-à-dire qu'il lâche son bébé, si j'ose dire, qu'il a quelquefois créé il y a 30 ans. Et donc, il y a un effet psychologique qui va être adouci par le fait de vendre lentement, si j'ose dire. Hein. Et puis, petit b, côté acheteur, il est clair que c'est plus facile sur le plan financier d'acheter peu à peu sur la durée que d'acheter 100% en bloc. En même temps, ça doit être un élément aussi qui doit rassurer le banquier. Patrick, faisons attention à un truc qui est terrible, c'est que naturellement, il est impératif que dès le départ, la valeur future des pourcentages qui vont être cédés dans la durée soit mise sur le papier avec des clés de répartition très claires, parce que si ce n'est pas le cas, ça va obliger mon jeune opticien à acheter sur la durée d'autant plus cher les parts qu'il aura lui-même contribué à les valoriser par son activité. Vous comprenez ? Bon. Donc ça, c'est un vrai souci, il y a un vrai débat à avoir au départ avec experts comptables et avocats et banquiers. Mais encore une fois, c'est une solution qui me paraît très pratique, très séduisante, côté acheteur et côté vendeur. Alors, une précision que je voulais apporter par rapport à votre exposé, c'est que ne nous trompons pas d'objet. Hein. Un fonds de commerce ne se saucissonne pas. Hein. Là, on était sur une discussion autour de la cession d'un fonds de commerce. La solution exposée par M. Favre à l'instant est sur une cession de parts sociales. Hein. Donc, on n'est plus tout à fait dans le même objet. Et du coup, la valorisation ne se fera pas nécessairement sur un coefficient de l'EBE. Hein. Donc, mais c'est une option qui existe et qui peut présenter son intérêt. Comme et ça, dans ce cas-là, est-ce que cette option rassure le banquier, que ce soit quelqu'un qui soit dans l'entreprise, qui travaille, est-ce que ça change quelque chose, notamment à la notion d'acuité personnelle que vous aviez évoquée tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut être un élément rassurant pour le banquier, avec quand même, et là je parle sous le contrôle de l'expert comptable, ce qu'a évoqué Dominique à l'instant, avec le risque de voir le jeune associé faire un montage. Alors, faire un montage, ça c'est un point, mais surtout de voir le jeune associé payer 2 fois le fonds qu'il est en train d'acquérir, à savoir j'ai une valorisation à un instant T, je travaille, je le développe, et au moment de la sortie, au moment de l'earn-out, comme on a coutume de dire, eh bien, le senior veut à nouveau valoriser, alors que l'associé junior a lui-même travaillé. On peut imaginer un prix évalué dès le départ, oui. C'est-à-dire 400, avec 500... bien sûr, avec des clés de valorisation très précises, absolument. Ouais. Pierre, vous êtes... Non, moi je partage, je pense que la technique est bonne, la cession progressive peut répondre à un certain nombre de nécessités. Sur le plan, elle est quand même complexe à mettre en œuvre,
il faut pas se cacher derrière son petit doigt, parce qu'elle pose évidemment la problématique de la valorisation ou des méthodes de valorisation à terme. Parce que finalement, il y a deux manières. Ou bien le prix il est figé au départ, et auquel cas, le vendeur qui reste dans l'entreprise se demande pourquoi il reste. Et si le prix n'est pas figé au départ et qu'il est réputé variable, c'est ce qu'on appelle les clauses d'earn-out, le débat va toujours être de savoir la variabilité, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, elle est du fait de qui? Est-ce qu'elle est du fait du vendeur ou est-ce qu'elle est du fait de l'acquéreur? Et c'est souvent la porte ouverte ou entrouverte à des litiges qu'il n'est pas très facile de gérer. Donc je ne conteste pas l'intérêt de ce type de solution, je dis simplement qu'il faut faire assez attention sur son maniement. Merci. On a encore deux questions. Donc, ce sujet intéresse véritablement l'ensemble de nos aquinotes. Est-ce qu'un apport, donc c'est Franck qui nous dit, est-ce qu'un apport sous forme de dividende annuel peut être pris en compte pour l'apport perso? Donc ça veut dire, si je comprends bien, on reçoit le dividende et c'est-à-dire qu'on mise sur l'avenir là. Enfin, vous la comprenez comme moi, cette question? C'est ça, c'est vouloir payer son billet retour de Las Vegas en espérant décrocher le jackpot au blackjack. Et c'est, voilà, je pense que le calcul n'est pas pertinent. C'est pas de l'apport. C'est pas de l'apport. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Il y a une chose étonnamment qu'on n'a pas évoquée en ces jours de turbulence budgétaire sur les problématiques d'achat et d'acquisition et de cession de fonds de commerce, c'est qu'il y a une variable aussi ou un élément important à prendre en compte, c'est tout simplement la fiscalité. Alors il ne s'agit pas de donner un cours de fiscalité aujourd'hui, mais malheureusement, l'évolution de la fiscalité, passée et à venir, rend extrêmement, fait peser aussi, peut grever la valeur du fonds de commerce. Il y a peu de temps encore, un opticien qui partait à la retraite était exonéré de plus-value. Aujourd'hui, les conditions d'exonération des plus-values sur cession de fonds de commerce ont été complètement revues. Et ça rend encore plus difficile l'évaluation d'un fonds de commerce. On ne connaît pas, ou on a du mal à connaître, le sort fiscal qui lui sera réservé. Et on ne peut pas aujourd'hui parler d'acquisition et de cession de fonds de commerce sans faire un petit coucou à l'évolution de la fiscalité. Qui est malheureusement changeante et même si une décision prise en février, mars, avril peut être remise en cause avec la loi de finances qui est à effet rétroactif en septembre-octobre. Je me garderai de polémiquer trop sur ce sujet, mais j'en pense pas moins. Une dernière question de Véronique. Quel est le taux de faillite des magasins d'optique? Alors, est-ce que vous avez ce chiffre? Moi, j'ai pas de ce chiffre. Tout à l'heure, j'ai annoncé les 2 faillites de pharmacies par semaine parce qu'effectivement, c'est une centaine à l'année. Le marché de la pharmacie est relativement bien structuré. Il y a un ordre, il y a des organismes qui publient les chiffres et les informations. En optique, on n'a pas. La seule chose que je peux dire, c'est que on a eu un solde positif à fin juillet de 307 magasins supplémentaires cette année. Donc là, on est dans la création. Donc on est en optique encore dans un solde positif, en solde de création. Et puis, il faut voir pourquoi un magasin fait faillite, si vous me permettez. Parce que si l'opticien tire de son fonds de commerce ou de sa société plus que ce que la société rapporte, il est clair que ça ne va pas durer longtemps et que la faillite va être inévitable. C'est-à-dire que dans cette question, est-ce qu'on fait faillite? On ne fait pas forcément faillite parce qu'on est opticien, on fait faillite parce qu'on a un train de vie, si vous voulez, trop élevé par rapport à celui auquel on pourrait prétendre. Parce qu'on est mauvais gestionnaire, qu'on soit opticien, pharmacien ou toute autre forme de commerce. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on a pu apporter un certain nombre de réponses à nos amis aquinotes. Et je vous retrouve demain matin pour un débat sur un face-à-face sur l'optométrie entre M. Verpletz et le Dr Rocher pour savoir ce qu'il en est pour l'avenir, la santé visuelle des Français dans les 20 ans à venir. Merci et à demain. L'un des plus grands essentiel des Français. Bonjour à tous et